Salut à tous, c'est Pangna Chenou, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Pasco. Quoi, nous, ça fait 2 secondes qu'on s'est quitté. Et toujours, on finit l'ouvrage de Harry McKnight. Vraiment intéressant pour nous, hypnotistes. On souhaite vraiment que pour vous qui ne connaissiez pas forcément la méthode, ça puisse déjà vous donner des idées si vous connaissez la PNL, l'hypnose. Et inversement, si vous connaissez la méthode et que vous dites ouais, PNL, hypnose, quoi, hypnose d'abord, PNL après. Parce que PNL est encore un truc pour beaucoup de personnes qui est un peu comme l'hypnose pour d'autres. C'est-à-dire, c'est manipulatoire, c'est méchant, c'est mauvais, etc. On pourrait se faire d'ailleurs... tu vois, ça pourrait être amusant de regarder tous les systèmes, tous les éléments dans la méthode Silva qui pourraient se rapprocher de la PNL. Oui. Tu vois, ça peut être intéressant comme filtre de se dire, OK, là, dans telle technique, en PNL, on appelle ça comme ça, ou on le fait comme ça en PNL, mais ça existe la PNL. Parce que moi, il y a certains trucs dans la méthode Silva, la toute première fois qu'on m'avait fait un débrief de ton cours, c'était une fois elle me dit ouais, je suis à la méthode Silva, blabla. Elle m'explique et je dis mais là c'est de la PNL, mais là c'est de l'hypnose, mais là c'est quoi cette méthode bizarre et tout. Et elle dit mais c'est quoi cette. Oui, je me souviens, je lui dis mais c'est fou une méthode qui fait tout. C'est bizarre. Et pour moi, j'avais décrit ça avec mon encodage à moi, de l'hypnose, de la PNL et tout. Et je pense que ça pourrait être marrant de reprendre la méthode mais par la vue d'un PNListe, tu vois, de se dire ok, en tant que PNListe, comment je le vois? Pour montrer aux personnes que, en fait, alors, si la méthode Silva est la petite fille de l'hypnose, la PNL est l'arrière-petite-fille de l'hypnose. C'est une cousine. C'est une cousine de la méthode Silva. C'est une petite fille aussi. Hein, c'est un enfant de l'hypnose. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des variables des hypnotiques. Et Ellie a été formée il y a 3 ans elle avait entendu ça. C'était avec Norton, c'est ça? Avec William Norton, tu t'étais formé, non? Avec qui? William Norton, non? Ah oui! Oh, il y a plus que 3 ans, hein? Il y a très longtemps, oui, tout à fait. Et ça, je trouve que c'est sympa parce qu'en plus, William, il a une manière de voir la PNL qui est hyper dynamique aussi. C'est un gars dans la PNL, il est complètement à part. Et le mec, à la place de faire un master dans la PNL. mais il est marrant. Moi, je le suis un peu sur les réseaux et parfois j'achète de ses cours. C'est quelqu'un, il est très speed. Et c'est quelqu'un qui dit, mais ça sert à rien de passer 3 semaines pour devenir un master PNL. Tu peux faire ça en 1 semaine ou en 5 jours. Et en plus, ce qu'il montre est vraiment pertinent. Personne ne va dire que ce qu'il dit est mauvais. C'est un gars qui est vraiment très intéressant, peu connu par les sphères Bandler-Grinder, mais dans les sphères un peu plus hypnose, il est très connu au travers de ça. Donc, ça peut être un truc marrant pour un peu vous montrer que la PNL, on retrouve plein de choses de PNL dans la méthode Silva aussi. Et là, ce coup-ci, on pourrait dire, on retrouve plein de méthodes Silva dans la PNL. Parce que la méthode Silva était quand même avant la PNL. Oui, j'ai dû insister sur ça. À un moment, j'avais plusieurs gens qui avaient fait PNL. Ah, mais ça se ressemble à la PNL. J'ai dit non, c'est la PNL qui ressemble à la méthode Silva. Hein, parce que c'est plusieurs années après, quand même. C'est arrivé, 66. La méta-équipe, la première équipe de la PNL, elle s'est formée en 70. Et on va dire le mouvement initial qui a fait Bandler-Grinder, c'est de 71 à 79. La toute première phase. Donc, ça avait quand même un paquet d'années de retard, entre guillemets, par rapport à la méthode. C'est pas les mêmes lignes du temps là-dessus. Ok, on continue sur Harry. Alors, le sujet hypnotique dépend... va dépendre de combien son niveau de conscience est altéré et il va simplement, il répète, répondre aux questions. Les étudiants du Mind Control vont pouvoir répondre et poser des questions parce qu'ils contrôlent leur propre niveau de disponibilité, de awareness à ce moment-là, et dans ces niveaux altérés de conscience. Donc, et ça là-dessus, on ne peut pas nier la notion qu'il met en place. Pourquoi? Parce que alpha, on sent qu'on est, alors en hypnose, on appellera une transe légère, et on sent qu'on a encore beaucoup la conscience. On a la capacité d'être très interactif. C'est vrai que parfois, dans certaines transes un peu plus profondes,
moi, ce que j'appelle des trans déséquilibrés, on a l'impression qu'on a des zombies en face de nous. Ils n'arrivent pas à parler ou ils n'ont pas envie. C'est pas qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas envie. Ils sont tellement relâchés qu'ils n'ont pas envie de. Un petit peu pour les personnes qui l'ont vécu en Silva, quand vous êtes à la fin d'un conditionnement, que on vous dit de revenir et que vous dites j'ai pas envie. Et on entend oui, à 5, tu reviendras et tout. Ah, pas envie. Et bien, ce moment-là, si on vous dit parle maintenant, vous pouvez parler, mais vous n'avez pas envie. Vous êtes juste dans un état qui ne le permet pas. Ce qui est chouette, et il a raison là-dessus, je pense, dans la manière dont il le présente, quelqu'un qui reste en alpha, donc qui est dans cette transe assez suffisamment profonde, mais pas trop. Donc, moi, je vais la nommer transe légère, mais ce n'est pas péjoratif. Hein, c'est vraiment pour donner un niveau. A encore cette aptitude, cette espèce de disponibilité, cette mobilité psychique pour pouvoir donner d'autres opinions et aller au-delà que d'être simplement je suis relâché, je réponds ce qui me vient à l'esprit. Et là-dessus, je pense qu'il a raison de le dire, mais parce que je pense qu'on n'est pas au même niveau, la possibilité plus importante dans la méthode Silva à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que toi t'en penses par rapport à mon explication. Attends, je fais des connexions là. En fait, ça m'a toujours un peu troublé qu'on dit actif-passif. C'est vrai que c'est passif dans le sens que, comme tu dis, on n'a pas envie d'initier quelque chose nous-mêmes. Mais quand on nous demande, aller comme ça, découvrir comme ça, et on répond, on a l'air quand même très actif. Une personne en abréaction, profond d'état, mais on dirait pas que c'est une personne passive, mais réceptive quand même. D'accord? Et c'est là où j'ai vraiment compris que le sujet en hypnose a besoin que l'hypnotiseur dit OK, alors 1, 2, 3, sépare 3 de la scène, ou 1, 2, 3, avance. Parce que là, la personne est en train de le vivre de façon physiquement active, mais mentalement, c'est comme si elle a vraiment besoin que l'hypnotiseur lui dit pour pouvoir le faire. Ouais. J'ai compris ça très tôt dans mes propres régressions quand j'étais guidée. Parce que mon hypnotiseur m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais on ne pense pas à expliquer à son hypnotiseur, j'ai besoin que tu me fasses ceci ou cela. On est là, on est vraiment dans la réceptivité sans activer. Mais on peut physiquement être très actif si on nous le demande. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, on est moins initiateur à ce moment-là que initiateur. Pour dire qu'on n'est pas actif, ça donne une mauvaise impression quand même. C'est tout le problème de l'hypnose. Les personnes ont l'impression de se dire « je vais faire tout ce que tu me dis ». Non, s'il y a quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je ne le ferai pas. Et là où c'est le plus marquant, parce que là, on vous parle d'un point de vue thérapie ou d'accompagnement, mais dans une hypnose de scène, vous le voyez bien, il y a des personnes qu'on fait descendre de scène. Je pense que ceux qui ont vu déjà des spectacles, parce qu'au départ, ils ont accepté. Puis, au fur et à mesure… en général, c'est un scénario que fait l'hypnotiste de scène et on va de plus en plus loin dans les phénomènes hypnotiques et plus la transe dure longtemps, plus les personnes sont sujettes à vivre des belles choses, des choses drôles aussi pour le public, etc. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas OK, pour une raison ou une autre, un peu émergé, donc tu redeviens, on va dire, à ce moment-là, plus sujette de toi, plus justement dans la décision, pour l'hypnotiste de scène, c'est moins intéressant. Mais tu peux à n'importe quel moment ne pas répondre à la suggestion parce que tu estimes qu'elle n'est pas drôle pour toi, qu'elle n'est pas marrante, ou qu'elle te ramène à quelque chose de pas cool. Alors, ce n'est pas ce qui se passera forcément parce que tu es dans un cadre qui est ludique, mais il y a un truc qui te bloque, qui te dit ah non, ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'imaginer que je suis dans un avion qui est en train de faire ça, j'aime pas l'avion. Donc, et là, à ce moment-là, tu vas avoir l'hypno qui va venir le voir et qui va faire descendre ou l'amener à son partenaire qui est en train de le faire émerger tranquillement après. Et il y a toujours cette notion-là. Même si on n'est pas initiateur ou initiatrice, on est à ce moment-là quand même apte à dire stop, j'ai pas envie. Oui. C'est pas genre je suis juste complètement passif, complètement inerte et juste un robot. Pas du tout. Justement, j'ai entendu une fois un instructeur formé par Harry McKnight aussi qui expliquait que justement en Silva on dit tu peux accepter ou rejeter tout ce que je te dis. Et il m'a dit, mais en hypnose, on ne va jamais dire ça. Mais en fait, c'est aussi vrai pour l'hypnose. De façon fondamentale. Normalement, le sujet a envie de suivre les instructions de l'hypnotiseur parce qu'il veut maintenir cet état. C'est tout. Mais
Si c'est pas agréable, il va refuser. Bien sûr. Mais parce qu'il y a un élément que les gens doivent bien comprendre dans l'acceptation et le développement d'une suggestion, il y a cette notion où déjà on veut cette suggestion-là. On estime qu'elle est bonne pour nous, donc derrière on est dans une attente et une attention. On met en place quelque chose, on met en place l'état, on met en place l'adhésion à la suggestion. On la répète, on la demande, on demande cette suggestion, on demande une bonne suggestion et avec nous-mêmes, on demande à notre subconscient et à tout notre corps de répondre à cette suggestion. Donc on l'aide, on la construit, on l'imagine, on la voit, on la ressent, on l'aperçoit, etc. Et après, on fait confiance, on dit non mais je veux que ça arrive et j'ai confiance suffisamment en moi, en mon hypnotiste, en ma transe, en tout ce que je mets en place pour que ça arrive et après on laisse l'élément arriver. Il y a vraiment tout un processus, c'est pas simplement je suis passif, je prends et c'est fini. Non, c'est je dois être proactif dedans. Mais c'est pas du tout la même perception qu'en Sylva ou à un moment donné où on va être dans une dynamique qui va être très autonome à ce moment-là. Là on se dit bon bah j'ai le principe même du cadre fait que mon praticien est celui que je vais suivre parce que on a vu ensemble des lignes qui sont OK, il a une expérience auquel je peux faire confiance et derrière, moi, je vais me plonger dedans parce que j'ai cette envie. S'il n'y a pas cette envie, c'est un des premiers trucs qu'on dit quand on accompagne quelqu'un. Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie que ça change? Et parfois, rien qu'avec des recadrages, les personnes, au bout de 5 minutes, nous disent non, mais en fait, si ça, non, j'ai pas envie. Et tu fais bon, d'accord, bon, bah, c'est pas grave, il y a peut-être autre chose à gérer. Mais pour l'instant, tu n'es pas prêt que ça change. Donc, on pourrait faire autant d'hypnose qu'on veut. La personne, au bout du compte, elle sait qu'elle n'a pas envie. Mais si elle ne suit pas la suggestion, qu'elle l'écoute simplement, mais ça ne lui fera rien. En fait, il va y avoir un rejet du subconscient, un rejet, le facteur critique va remonter, il va refuser l'élément. Donc, ça ne sera pas OK à ce niveau-là. C'est assez subtil l'hypnose. En réalité, on a toujours l'impression que c'est un peu bourrin, mais c'est très, très subtil dans la manière de faire. Mais là j'adhère plutôt quand même à ce qu'il dit au niveau de proactivité ou réactivité au niveau des niveaux de transe et la différence entre les étudiants Sylva et les hypnos. Dans les recherches hypnotiques, plus le sujet va vers le delta, alors c'est intéressant, là il utilise vers le sommeil delta. Alors, à savoir qu'en hypnose, c'est très, très, très rare. Et comme on disait la dernière fois, on ne sait même pas trop si l'état SDL, qui est l'état certainement le plus profond, si on est réellement dans des ondes cérébrales en delta. On n'en sait rien du tout. Donc, par contre, il a raison, hein, plus la personne est profonde, on ne va pas dire forcément delta, mais plus la personne va dans une transe profonde, plus il peut oublier les choses. Son souvenir, il peut s'en souvenir cependant spontanément, en répétant l'exercice. Ça, c'est un élément qui est intéressant parce qu'il y a deux écoles en hypnose. Il y a l'école de ceux qui disent il faut qu'une séance soit oubliée par le partenaire. Et dans quelques instants, tu vas émerger et tout ce qui aura été dit et fait va simplement s'effacer et tu vas garder de cette séance simplement ce qui est bon, juste et positif pour toi, par exemple. Et il y a, moi, j'ai plus cette école-là à dire tout ce qui a été fait, tu t'en souviendras. Il n'y a pas de souci. Ton subconscient est OK et tout ce qui a été fait, tu te souviendras. Mais c'est deux mondes, deux façons de voir l'hypnose différentes. Donc, quand il dit on peut oublier, c'est vrai qu'à un certain niveau de transe, quand parfois la transe est trop déséquilibrée, on peut oublier. On dit des trucs. Moi, je le sais parce que je le vis beaucoup en auto-hypnose. Je vais dans des états profonds en auto-hypnose et je me dis ouais, là j'ai une idée. Et pendant longtemps, je me dis ok, bon, je m'en souviens et quand j'émergerai, je le note. Il y a des moments où j'émerge et je me dis, oh là là, mais il y avait quelque chose, mais je ne me souviens plus. Quoi. Et vraiment, j'ai un oubli. Et donc, il y a des moments quand il disparaît le moment que tu ouvres les yeux. Exactement. Il y avait quelque chose. Et en plus, je me dis, c'était important et tout. Donc maintenant, ce que je fais, c'est quand j'ai l'idée, je fais, j'ai pas envie de sortir. Et je fais, c'est pas grave. Sors, prends ton stylo, j'ai toujours un stylo près de moi, stylo papier, j'écris. En fait, comme un rêve. Et là, on peut reprendre la méthode comme ce qu'on vous dit dans les rêves, contrôle des rêves. Vous vous éveillez, vous écrivez votre truc, vous vous endormez, on n'en parle plus. C'est la même chose. J'émerge, j'écris mon truc et je repars. Et il m'est arrivé de relire des trucs à me dire ah ouais, d'accord, ok, je l'ai vraiment oublié. Donc, c'est vrai qu'il y a l'oubli, mais c'est quand parfois on passe dans un moment où on ne contrôle plus notre transe. C'est-à-dire qu'on se laisse embarquer, par le subconscient et que le conscient n'arrive plus à être en partage, en relais dessus. Et dans la méthode, logiquement, ça ne doit pas arriver. Mais là encore,
On sait que ça arrive, ne serait-ce que pendant les phases de conditionnement. Le nombre de personnes qui reviennent et qui disent je me souviens plus de la séance, je ne sais plus ce qui s'est passé parce que ça a duré 30 minutes et vous entendez Lee faire etc. Et tu reviens, tu fais c'était quoi l'exercice déjà? Ah oui, je devais rentrer dans un mur. Ok, bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Et il y en a plein qui vont faire. Parce que justement, on est à ce moment-là, ils étaient en tétard, c'est clair. Exactement. Donc, cette notion-là, je trouve qu'il a raison, mais l'hypnose ne cherche pas justement à faire forcément oublier. C'est pas une réalité en tant que telle. Mais bon, les points qu'il soulève sont intéressants. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne du temps là-dessus, parce que c'est des vrais questionnements que les gens se posent, que les Silva peuvent se poser, mais que les Silva vivent aussi. Donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi on vit. Oui, on peut passer en θ pendant admettons, vous êtes un peu fatigué ou il se passe plein de trucs un peu complexes dans votre quotidien, vous pouvez faire la méthode et vous rendre compte qu'à la fin de du deuxième exercice, vous n'avez même pas encore capté des choses, mais votre subconscient avait besoin de partir et vous ne dormiez pas parce que quand elle a émergé à 5, vous revenez. Oui, exact. C'est ça que je les explique. C'est pas que tu as totalement raté, tu as entendu un autre niveau de conscience, c'est la preuve que c'est tout le monde ouvre les yeux à 5, en dépit de tout. Mais évidemment, je dis, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que tu restes en alpha et tu restes consciente pendant tout l'exercice. Mais je les excuse quand même pendant les premiers exercices parce qu'on est tellement habitué dans notre société d'associer une relaxation avec endormissement que le moment qu'il commence à se relaxer, pouf, il commence à partir. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a du besoin. Tu vois, je pense que parce que ils tiennent sur les nerfs depuis longtemps, parce que plein de choses, ils ont du mal à truc. Et d'un coup, ils se disent, je suis dans un endroit qui est plutôt safe, qui est en sécurité, les gens ont l'air plutôt il n'y a pas de critique, c'est plutôt sympa. Je me laisse aller, je me rends compte que ça me fait du bien. Ah bah oui, et vu qu'il y a peut-être un besoin de sommeil, un besoin de récupérer, et peut-être le subconscient a besoin de s'apaiser aussi, se dire, c'est pas grave, vas-y, je me détends, je me relâche. Si déjà, et pensez-y, c'est pas grave, vous pouvez toujours refaire les sessions, n'oubliez pas. Et deuxième chose, il y a des moments, si vous avez juste appris à vous relâcher, mais c'est extraordinaire. Sachant que le stress est le problème numéro 1. J'ai lu encore un article, je ne sais plus où je l'ai mis, un article là où il montrait tout ce que ça faisait sur les organes, sur les années, le stress. Et je trouve que ces derniers mois, je trouve qu'on lit de plus en plus, on relit de plus en plus d'articles scientifiques sur l'impact du stress sur notre vie. Ce qui était, je trouvais ces 10 dernières années, j'en ai moins lu. Et là, je retrouve beaucoup d'études qui reviennent sur le stress. Donc, si déjà vous endormez ou si vous partez en transe profonde et que vous êtes dans un état effectivement d'amnésie, c'est pas grave. C'est peut-être aussi que votre corps a besoin d'une phase de récup. Oui, tout à fait. Pour vrai dire, quand j'ai entendu qu'il y avait des hypnotiseurs qui disaient « tu vas tout oublier », j'ai trouvé ça presque immoral. Je comprends que quelquefois le sujet va avoir besoin de créer une amnésie parce que c'était trop fort et il peut simplement garder les résultats. Mais moi, je dis ni tu vas oublier, ni tu vas te rappeler. Je dis tu peux te rappeler de tout ce qui est bénéfique et dont tu as besoin. Et c'est le sujet qui décide. Et j'étais horrifiée d'entendre Milton Erickson faisait des trucs comme ça, au point où on avait terminé là, et les personnes disent quand est-ce qu'on commence? Amnésie totale. Mais je l'ai pardonné quand même quand on m'a expliqué qu'il y avait une certaine période où même les, non pas les médecins, les psychiatres n'avaient pas le droit de pratiquer l'hypnose. Lui pratiquait l'hypnose dans un état où c'était interdit. Il faisait l'hypnose et à la fin, il créait l'amnésie et les gens croyaient que rien s'est passé, mais ils allaient mieux. Mais ça avait du sens, tu vois. Comment? Mais c'est pour ça que ça avait du sens. Le problème, c'est qu'on a continué, en Europe notamment, on a beaucoup continué parce qu'on disait Milton le faisait. Oui, mais attendez, les gars, Milton le faisait déjà pour exactement ce que tu viens de dire. En Arizona, être hypnotiste, si tu n'es pas… à l'époque, c'était interdit. Et même, je crois qu'aujourd'hui, tu dois être PhD pour pouvoir faire de l'hypnose. Sinon, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des règles aux États-Unis, c'est comme ça. Oui.
Et les règles sont différentes dans tous les États aussi. C'est exactement ça. C'est ça la complexité. Il y avait du sens, mais après l'utiliser, après on a trouvé une rationalisation. On a dit oui, mais comme ça, il n'y aura pas d'auto-sabotage qui pourra se mettre en place. Parce que le conscient ne reviendra pas à ennuyer le truc. Mais factuellement, si ce que tu as fait en séance et que la personne était OK, qu'elle est toujours OK, bah, à la fin de séance, elle ne va pas consciemment décider de se saboter. Tu vois. Donc, si ça ne marche pas, c'est juste qu'on a peut-être loupé quelque chose et qu'il n'y a pas eu encore la porte d'entrée qui a fait que ça a pu développer quelque chose de positif. Après, ça reste intéressant à savoir, mais qu'il le souligne est une chose que je trouve bien parce que c'est une des peurs de beaucoup de personnes. Alors là, un truc tout bête que j'avais mis et que je trouve intéressant, programmer la programmation et la différence majeure des systèmes. C'est vraiment parce qu'on programme que la méthode Silva est vraiment spécifique. On pourrait se dire en auto-hypnose, on a moins la notion de programme, on a la notion de suggestion, mais on n'a pas la notion de programmation. Alors, il faudra peut-être voir quelle différence ils font entre une suggestion et une programmation chez Silva. Tu vois? Oui, c'est là où il y a vraiment la différence parce qu'on se programme. Oui, on est programmé pendant le cours, mais l'idée, c'est qu'on prend comment se programmer. Et sinon, suggérer, normalement, c'est l'utilisateur-sujet. Mais là aussi, le sujet peut apprendre à se donner des suggestions. Donc, mais tu vois, je pense que ça peut être une question intéressante à voir les réponses que ça peut être sympa de voir avec les personnes qui instruisent depuis longtemps la méthode, de savoir la différence qu'ils font entre suggérer et programmer. Parce que tu sais, dans la PNL, ils vont dire tu programmes. Oui. Nous, en hypnose, on utilise tu suggères. Et en méthode, tu programmes. Mais pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai l'impression que la programmation a une structuration qui est plus importante. J'ai l'impression. Tu vois, pour moi, quand il parle de programme, ce que moi je vois dans le programme, automatiquement, la technique, c'est le miroir. Pour moi, le miroir est un programme. Il y a un avant, après. Si on voit à mon subconscient, bon, moi, je me dis, on en est là, on veut aller là, tu vois. Mais on pourrait se dire. Le programme, en fait, a beaucoup de sens, mais il y a toujours une notion de structure à appliquer. Ouais, on va voir. Il faut que je cogite dessus. Alors. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, ça, j'avais trouvé que c'était sympa. Mais ça, bon, c'est juste ce qu'on appelle les distorsions de temps en hypnose. Le temps en dehors de l'esprit, hors trans, hors alpha et quand on est en alpha est très différent. Et ça, c'est quelque chose que les personnes en mind control comprennent. En fait, la notion de retour, n'oubliez pas, un des trucs qui est sympa de la méthode Silva, c'est je vais tenter de modifier mon monde objectif en travaillant sur mon monde subjectif. Donc, je tente de modifier ma vie avec mon travail intérieur. Sauf que la vitesse à laquelle ça va dans votre tête, ça va super vite. Je vois miroir blanc, miroir bleu. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Cette distorsion de temps entre c'est bon, je sens que c'est OK, parce que je l'ai fait, et la réalisation, parce que je dois mettre aussi les actions en place, bien sûr, mais la réalisation physique peut demander du temps. Et cette distorsion-là, elle est importante à prendre en compte. C'est un élément que j'avais souligné parce que je trouve que c'est important de le rappeler, cette notion de oui, on n'a pas tout qui arrive tout de suite, même si parfois il y a des choses qui arrivent très, 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 très vite, et c'est même étonnant. Les fameux les signes un petit peu où on se dit waouh, j'ai demandé ça et le lendemain on a déjà un signe. On se dit ah d'accord, j'ai ma réponse. C'est génial, c'est génial. Oui, bon là c'est un autre truc que j'avais souligné, mais on en a un peu parlé tout à l'heure. Quand nous devenons des experts, nous pouvons contrôler même le niveau delta avec awareness, avec dispo. Page 76. We have reason to think. Donc, nous avons des raisons de penser que durant en delta, on va complètement retourner à la source d'où nous venons et nous nous en souvenons rarement.
Comme si, bon, voilà. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. Pourquoi? Parce que dans une extension de l'état SDL, comme on vous disait tout à l'heure, c'est l'état le plus profond. Profond, c'est un mot compliqué en hypnose, mais on va dire c'est l'état le plus profond qui s'approcherait le plus de delta, si on met ça en parallèle avec la méthode. Il y a un truc qui s'appelle Ultra Depth, donc qui s'est développé dans les années 50 par quelqu'un qui s'appelait Walter Sickert. Et il y a un moment, et j'aime bien, alors c'est moi je l'ai tellement utilisé, alors je vais peut-être modifier la sémantique, mais souvent je dis à mes partenaires à qui j'emmène en état Sickert, je dis, vous allez remonter jusqu'à la source de ce que vous étiez. Et l'état Sickert est un état vraiment hyper particulier. Autant l'état SDL est bizarre parce qu'on est catatonique, l'état Sickert, c'est un état où on est mais mou comme jamais on est mou. C'est-à-dire on n'a plus aucun muscle, hormis le cou un tout petit peu parce que la survie, hein, mais tout est extrêmement flasque. C'est très, très bizarre comme état, l'état Sickert, ce qu'on appelle Ultra Depth. Et c'est vrai que, alors là, c'est encore un point de vue purement empirique, donc il n'y a pas de statistiques, etc. Mais moi, j'ai vu des choses incroyables d'un point de vue physique, d'amélioration, quand les gens sont dans cet état-là, plus qu'en SDL, tu vois. Et avec des capacités de récupération sur certaines problématiques bluffantes. Tu vois, des gens qui arrivaient en cabinet avec des problèmes très lourds physiquement, qui après arrivaient à mieux marcher, mais genre 30% mieux. Un truc qui, à la base, ne devrait pas fonctionner comme ça. J'ai vu des gens dans des états vraiment pourris recommencer à bouger des choses qui ne devraient pas rebouger, tu vois. Donc, cette notion de source, cette notion de on se connecte de plus en plus en delta, et delta serait peut-être la source de ce que l'on est, je trouve l'hypothèse sympa parce que moi, c'est une hypothèse que je m'étais faite pendant un moment. Après, c'est une structuration de l'esprit. Ça se trouve, c'est complètement faux. Mais en tout cas, cet état-là, cet état très profond, hein, c'est juste pour parler de delta, donne des résultats qui sont surprenants, que je n'ai jamais eu au niveau somnambulique. Pourtant, je gère 90% de mes séances en somnambulique. Donc, ça, c'est intéressant. S'ils sont vraiment en delta mesurable, mais c'est vrai que ça correspond à ce que disait José. Voilà, sur le schéma de l'évolution cérébrale, on marque simplement inconscient et un point d'interrogation. José lui-même disait justement que c'était aussi la porte à, comment dire, à l'autre côté. C'est-à-dire, on est né en delta, on meurt en delta. Donc, pour lui, c'est le portail entre notre monde et être dans un corps humain. Donc, c'est intéressant qu'il a associé ça quand même avec un état plutôt spirituel. Ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est, pour avoir fait des tas de tests dessus, et moi l'avoir beaucoup fait, notamment quand j'avais le cancer, etc., il y a quelque chose d'assez étonnant. Vraiment. C'est une transe qui est pas comme les autres. Tu te sens aspiré par quelque chose. Alors, c'est très dur, très, 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 très dur, par contre, de rester conscient dedans. Avec les années, j'ai réussi à gérer des retours, des réponses, etc. Mais c'est compliqué. Tu te sens que tu te sens vite aspiré par un espèce d'état où tu es juste OK, bien, très. Tu es perdu entre toi et ce qui existe. Tu vois, c'est très, très bizarre comme état. Mais je trouve que c'est pertinent par rapport à ce que dit Harry à ce moment-là et ce que tu viens de dire de la part de José. Ouais. Donc, l'avantage de la méthode Silva, ce n'est pas simplement de vous aider à entrer dans une salle de classe, mais de vous aider à apprendre à fonctionner avec votre disponibilité, votre awareness dans toutes les dimensions spécifiques dont vous avez besoin. Il revient beaucoup sur le principe d'autonomie, en fait. Hein. Et c'est ça que tu sens qu'il met beaucoup entre les différences entre l'hypnose et Silva Mind Control. Tu as toujours cette notion de résultats finaux et la méthode qu'on utilise dépend du résultat qu'on veut avoir et cette notion d'indépendance, d'autonomie que peut avoir un diplômé Silva par rapport à quelqu'un qui va faire des séances d'hypnose, d'hétérohypnose, donc il va chercher quelqu'un d'autre. Là-dessus, si on garde le mot hypnose et hétérohypnose en l'occurrence, on peut être que d'accord. La beauté de la méthode Silva, c'est de permettre à tout à chacun d'apprendre
et de pouvoir travailler sur lui-même. Comme on avait dit avec Lee, on vous avait fait tout un podcast là-dessus, ce n'est pas une psychothérapie, on ne la considère pas comme une psychothérapie, mais elle peut nous permettre de nous faire du bien psychiquement, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, mais on ne le considère pas comme une psychothérapie. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est dans les podcasts, je ne sais plus combien, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, je trouve que son ouvrage est vraiment bien. J'aime bien le temps qu'il passe pour faire la différence. Alors, je vous ai passé un texte, je l'avais quand même surligné, parce que je trouve qu'il était taquin à ce moment-là. Il a dit quoi? Non, c'était pas ici. Voilà. Est-ce difficile de voir à quel point la méthode Silva est non seulement différente, mais bien supérieure à l'hypnose? Oui, ça m'a aussi fait un peu impact, quoi. Moi, l'hypnose, c'est quelque chose d'important. J'entends ça. Je fais, ah, quoi? Oui, mais j'ai entendu quelqu'un d'autre, plus tard qu'Harry quand même, qui disait, mais et il ne comparait pas méthode Silva hypnose, mais il comparait les fréquences de alpha, theta, delta, etc. Il disait, mais on ne peut pas dire qu'il y a une fréquence qui est mieux qu'une autre. Je crois que je l'ai déjà mentionné dans un podcast. C'est comme si on demandait, mais quelle est ma vitesse préférée dans la voiture? Mais ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux démarrer, il y a une vitesse qui est idéale, mais ça ne marche pas du tout quand tu es en pleine autoroute, quoi. Donc, et c'est la même chose pour Silva. Il y a certaines choses qu'on doit faire en alpha, d'autres qu'on doit faire en theta. Et là, c'est le niveau de conscience. Normalement, on dit Silva, c'est alpha et nous, c'est theta, mais il y a quand même tellement de, comment dire, overlapping, comment dire ça? De croisement, ouais, de croisement. Il y a plein de croisements, d'intrication. Oui. Eh ouais, génial. Ah ben, elle est super ta métaphore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je la réutiliserai. Top. Donc voilà pour ce petit ouvrage-là que je trouve vraiment bien. Je continue à dire, hein, n'hésitez pas si vous êtes anglophone. Il est chouette, il dit plein de choses, ça fait cogiter. Vous voyez, alors nous qui en plus aimons aussi l'hypnose, ça fait cogiter, ça nous permet d'ouvrir des réflexions, des points de vue, comprendre les points de vue, recadrer les choses. C'est très chouette. Je vous rappelle que là, on est le 10-08, oui, parce que parfois, il faut que je dise les dates parce que tout le monde ne sait pas quand est-ce qu'on l'a tourné. Donc, on est le 10 août, à la fin du mois, dans 15 jours. C'est ça, hein, c'est dans 15 jours. Il y a la méthode Silva à Paris pendant 4 jours. Il y a la méthode Silva à Aix. C'est ça, à Aix. Hein. Oui, en Provence, oui, tout à fait. Oui. Donc, en live, hein, donc c'est avec les instruments. Et je reviens en septembre aussi pour faire Hypnovision Live aussi. Hypnovision Live, cool. C'est bien en septembre? Oui, c'est en septembre 19, je crois, 19, 18, quelque chose comme ça. 16, 17, non, attends, 16, 17, 18, 19? Oui, c'est ça, oui. 19 et quelque part dedans, oui. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller de toute façon sur les comptes laméthodesilva.fr.ch.be pour avoir toutes les informations. N'oubliez pas qu'il y a aussi du online pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, n'ont pas le temps, etc. Et puis, ça continue. Nous, on va continuer avec Lee. J'ai plein d'idées. J'ai plein de choses. Ah oui, j'ai des articles que j'avais chopés, que j'aimerais parler avec Lee et tout. Oui. N'inquiétez pas, il va y en avoir un paquet d'éléments. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir? Non, c'est bon. Je suis très contente qu'on a terminé bien comme ça. Oui. Top. Et comme d'habitude, si vous avez des questions derrière moi, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et ne prenez que ce qui est bon et juste. Vous testez, observez, analysez, concluez. Be One. Merci Lee et à très vite. Merci. Be One. Be One.